Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Mans Opposé, votre podcast 100% gardien. Nous continuons notre plongeon dans l'histoire du football et de ses gardiens à travers une compétition. Aujourd'hui, on parle d'une Coupe du Monde que chaque Français fan de football porte dans son cœur, la Coupe du Monde 98. Et comme dans chaque RMO Vintage, nous en avons fait un quiz entrecoupé d'anecdotes. Pour m'accompagner, mon co-animateur Renaud Eudier et son pins Footix. Salut à tous, salut Nico. Et vraie anecdote, j'ai voulu me faire tatouer Footix il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Sacré thug. Thomas Bernard qui taclait les gardiens dans FIFA 98 en route vers la Coupe du Monde. Salut Nico. Pour moi, j'ai pas l'idée du tatouage de Renaud. Et enfin Robin Popel et ses R9 toutes neuves. Salut à tous. L'enjeu, vous le connaissez, est de pouvoir faire son top 5 incontestable des gardiens de la Coupe du Monde 98. Les compos sont annoncés, on peut donc lancer la première mi-temps. Avec une prise de risque peut-être de Pires, il est dans la surface, le centre oui, c'est fini, but de Laurent Blanc, la lumière est venue de Laurent Blanc. Avant toute chose, rappelle-nous Renaud ce qu'il s'est passé lors de cette Coupe du Monde. La Coupe du Monde 98, c'est le premier mondial à 32 équipes. Ça, on l'oublie souvent. C'est surtout aussi la première après l'arrêt Bosman. Donc, c'est un petit peu la première Coupe du Monde de la mondialisation, en tout cas pour le foot et surtout des transferts. Même si ça n'impacte pas les sélections, ça a eu un impact pour les différents clubs et donc pour les joueurs. Et pour la France, on l'oublie souvent, mais c'était la deuxième fois qu'elle organisait la Coupe du Monde. La première fois, c'était en 1938. Et oui, avant le déclenchement de la guerre. Et également, pour compléter, c'était également l'éclatement du bloc soviétique et la désarticulation bientôt de la Yougoslavie. Et justement, commençons Thomas cette première mi-temps en douceur par 4 propositions et quelque chose autour de la Yougoslavie. Comment s'appelait le premier gardien de la Croatie à jouer un match de la Coupe du Monde ? Latic, Lanic, Ladic ou dans la niche et ça ressort pas ? Le premier match qui a joué le premier match de poule, tu veux dire ? Le gardien qui a joué toute la compétition avec la Croatie. La dernière, je peux exclure. Allez, franchement, c'est du pif. Lanic. Et non, c'était Ladic. Ouais, je savais pas du tout son nom, donc pas de regret. Comme l'a dit Nico, c'était la première Coupe du Monde de la Croatie, et qui plus est avec un maillot légendaire. Est-ce que vous vous rappelez le maillot loto bleu et jaune avec une sorte de col Mao? Je ne sais pas s'il vous a marqué ou si vous en avez vu des photos. Ouais, un peu classe. J'ai juste le damier, mais le damier oui, pas plus quoi. Oui, c'était un maillot qui le rendait presque que bossu, le croate et finalement donc pourquoi on se souvient donc de Drazen Ladic, parce que les Croates finissent 3e de la Coupe du Monde, hein, ça vous a pas échappé qu'ils ont été en demi-finale, ils encaissent que 4 buts. Lors de cette compétition et surtout Ladic, il réalise une grosse performance le tour d'avant. Face à l'Allemagne, les Croates gagnent 3-0 face à l'Allemagne, mais malgré ce 3-0, en fait, ils sauvent, on va dire de la 50e à la 70e, l'avantage des Croates avec des grosses parades sur les frappes de Tarnat ou la tête d'Oliver Bierhoff. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, est-ce que vous vous souvenez de la volée de Zidane qui sort en première période ? Et puis, on se souvient des 2 buts pris par Thuram. Et pour ce qui est de l'équipe de la Croatie, on avait Boban et Šuker devant, qui étaient quand même 2 grands joueurs. Et Slaven Bilic. Et évidemment, Slaven Bilic, qui nous a fait d'aller en finale. exclure Laurent Blanc. À ton tour, Robin. Quel est le point commun entre Jacques Songo et Farid Mondragon? Ils ont tous les deux joué au FC Metz.
Et on va... Quel pied! Ah, quel pied! Et tu me laisses Ah, pas moi, aller dire, mais Oh là quelle là. position. Incroyable. Oh, la flèche. La Pour flèche. la petite anecdote, en fait, moi, j'ai grandi du côté de Metz. Mes premiers matchs, j'étais les voir à Saint-Symphorien. Donc, j'ai vu les parades de Songo et Mondragon. Et Mondragon était un de mes gardiens préférés. Et du coup, voilà. Et dernière anecdote, j'ai pris un nombre de buts incalculable par le fils de Jacques Songo, qui était lui attaquant au FC Metz, en équipe de jeunes. Eh oui, tout à fait. Bon, bah, très bien. Donc, Ça, c'est une belle ligne de palmarès. Ça, ouais. Et j'en suis fier. Et tu mets ça sur le CV. Donc, mais là, par contre, c'est Thomas qui va pouvoir compléter. Songo, il a été longtemps le remplaçant de Thomas Nkono. Ouais, bah, il a été remplaçant de Nkono avec Joseph Antoine Bell. Ouais, mais il a souvent été troisième gardien, en fait. Il est passé un peu derrière les deux monstres que sont Nkono et Bell. Donc, Oui. il a pas eu de chance, il est tombé sur deux grands gardiens camerounais et du coup sinon africains lors de sa carrière. Donc, il n'a pas eu vraiment de chance, on va dire, pour jouer vraiment avec le Cameroun. On enchaîne maintenant avec la question cash, donc, qui a déjà été commencée par Robin. C'est 1-0 pour Robin. Question cash pour Thomas. Sur quel aspect technique de son jeu Andreas Köpke, le gardien allemand, était souvent critiqué? Aspect technique. Oh là là. On reproche souvent ça aux gardiens allemands. Bah, capter pas ses ballons. Et on va... Quel pied! Ah, Et quel voilà. pied! Oui, bien joué. C'est classique, ça. Ça, c'est classique allemand. Ça. Mais... Et oui, Andreas Köpke, il faut le savoir, du coup, voilà, n'aimait pas trop capter les ballons et ça a posé un petit peu problème à Roland Courbis, qui était à l'époque l'entraîneur de l'OM. Il aimait pas trop son style. Et d'ailleurs, ensuite, c'est Porato qui sera arrivé dans les buts de l'OM en 99. Et tu disais, Thomas, au niveau des gardiens allemands, toi, tu penses vraiment que le gardien allemand boxe beaucoup plus les ballons que ne les capte? Bah, c'est pas forcément que boxer spécialement, parce que lorsqu'il plonge, notamment, il cherche pas à capter, c'est vraiment en plus à repousser le ballon sur le côté. Et puis après aussi, ça vient du fait de la façon de plonger, généralement, où il cherche souvent le contact, le 1 contre 1. Donc quand tu cherches le contre 1, c'est un peu difficile pour capter les ballons. Ouais, mais à sa formation des gardiens allemands. Quand je parle allemand, c'est vraiment les Allemands. Si tu vas dans Gulagshi, qui est gardien hongrois de Leipzig, il capte ses ballons, lui. Mais il a joué en Allemagne, tu vois. Donc c'est vraiment l'école allemande, en fait, en soi. C'est pas le fait de jouer en Allemagne où tu lâches tes ballons. Ok, donc très bien pour Andreas Köpke. Alors Andreas Köpke, il a été champion d'Europe avec l'Allemagne en 96, donc où il y avait eu le fameux but d'Oliver Bierhoff. Et sa compétition, elle commence justement par un match très mauvais contre la Yougoslavie, la grande Yougoslavie de Mijatovic et Mihailovic, où il commet deux fautes de main. Assez énormes. Et ensuite, il sauve l'Allemagne en huitième de finale grâce à un arrêt réflexe face au Mexique. Là, il y a le Mexique qui mène face à l'Allemagne. Et vraiment, on a le Mexique, un grand Mexique avec Hernandez, l'attaquant, et Blanco, celui qui est auteur du coup du crapaud, où tu lèves le ballon avec tes deux pieds, et le Mexique gagne à ce moment-là, et vers la 60e, il y a un énorme arrêt, un double arrêt de Köpke, et à partir de ce double arrêt, les Allemands ont commencé à revenir, et ont fini par l'emporter face au Mexique, et après, ils se font éliminer contre la Croatie, où là, il prend vraiment trois vrais buts avec Zucker qui fait un numéro dans la défense allemande. Mais c'était quand même une petite Allemagne durant ce mondial. On enchaîne. À ton tour, Robin, pour la dernière question avant la mi-temps. Que faisait par moment Jorge Campos quand son équipe était menée au score? Grosse colle. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Eh bien, en club, il jouait souvent une mi-temps dans les buts et une autre sur le terrain. Ah ouais? C'est pas banal, ça, hein?
Ah bah non. Et pourtant, ça lui est arrivé dans des moments importants. Je le vois maintenant. Je vois bien qui c'est. Ouais, et ça quand même, ça lui est arrivé en 97. Il l'a fait lors de la finale de la Coupe des Champions CONCACAF. C'est à peu près la Ligue des Champions, la Ligue des Champions d'Amérique du Nord. Hein, pour donner une idée. Et donc, il était avec son équipe du LA Galaxy et il est sorti des buts à la mi-temps pour jouer avant-centre. Voilà. Alors, son équipe a pris 2 buts supplémentaires, mais lui, il en a quand même marqué un. Donc, c'est quelque chose quand même. Mais je me souviens de ces maillots, les maillots qu'il portait, qui étaient toutes les couleurs. Ouais. Alors oui, effectivement, lui, il a beaucoup popularisé le maillot de gardien très, très voyant, avec beaucoup de formes, beaucoup de couleurs. Et c'était un gardien qui était aussi de petite taille, de souvenirs que j'avais des vidéos qui étaient passées. Oui, 1m70, ouais, effectivement, petit pour un gardien, mais extrêmement vif, le monsieur, quand même. Ça. Et pouvant jouer attaquant. Et lors de cette Coupe du Monde, donc on vient de l'évoquer avec l'Allemagne, ils se font sortir par l'Allemagne, alors que le Mexique a plutôt illuminé cette Coupe du Monde par sa fraîcheur et ses bons joueurs. Et donc avec Campos qui avait déjà fait parler de lui en 94. Merci messieurs. Donc petit point score, ça fait 1-1 entre Thomas et Robin. 1-1. Et c'est très serré, hein, quand même, hein, sur ce quiz. Hein. C'est rare. Hein. On a corsé un petit peu le quiz. Et donc, c'est l'heure du débat de la mi-temps. Aucune chance! Mais aucune chance, les gars! On est en train de s'annuler toutes nos chances! Pas difficile! Alors, où on réagit? Et on y va! Parce qu'il y a une finale au bout, ou vous laissez tomber. Et vous attendez. Et vous attendez qu'on jette la pièce en l'air. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Pour ce débat, messieurs, de la mi-temps, une question toute simple. Pourquoi le triptyque Barthez, Lama, Charbonnier, cela a finalement bien fonctionné en 98? Moi, je partirais du fait que on a eu des gardiens remplaçants qui ont été dans leur rôle. Je pense qu'actuellement, on entend Charbonnier souvent sur RMC et on voit que c'est quelqu'un d'assez intelligent et qui connaît ses qualités, qui connaissait les qualités de ses gardiens numéro 1, je pense. Et de l'autre côté, on avait Lama qui était très, très compétitif et qui a notamment refusé de jouer contre le Danemark. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ça avait fait un peu les gros titres, mais il avait expliqué des années plus tard que c'était pour pas qu'on compare sa performance à Fabien Barthez, or que lui, il savait qu'il ne jouerait pas le reste de la compétition. Et du coup, il voulait éviter qu'il y ait ça dans les journaux, notamment l'équipe, qui avait beaucoup décrié l'équipe de France à l'époque. Donc je pense qu'ils ont réussi à rester à leur place et ça fait un bien fou à Barthez qui a été mis sur le devant de la scène. C'est le fait de bien hiérarchiser ton poste de gardien de but, d'avoir un numéro 1 défini, 2 et 3, comme ça le numéro 1, il peut venir travailler sereinement et se concentrer de façon posée sans avoir trop de pression de la part du numéro 2, numéro 3. Ça a toujours fonctionné les systèmes comme ça. Et moi un peu pour dire pourquoi ça a marché, j'ai l'image en tête à la côté de la finale. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a Charbonnier et Lama qui vont rejoindre Barthez qui est dans les buts à genoux dans sa surface en larmes. Je sais pas si vous vous souvenez de cette image, mais moi ça avait marqué. C'est une image que j'avais remarqué. Et tu vois que ça montre un peu aussi quand même le côté confraternel des gardiens de but, quoi. D'être un peu à part dans un groupe de joueurs. C'est d'être ensemble, mais au sein d'un groupe, ensemble, quoi. Et je pense que ça vaut encore plus dans une sélection parce qu'on a revu un peu la même image en 2018 après la finale où tu avais Areola, Lloris et Mandanda qui était il y a eu des images comme ça où ils étaient tous les trois en train de se congratuler et tout parce que tu sais que effectivement pour eux c'est un match dans le match, quoi. Enfin c'est un groupe dans le groupe en fait. Et ils sont tous les trois et en fait il faut pousser à fond le numéro 1 pour qu'il soit au meilleur de sa forme. Et c'est vrai que c'était quand même, il y avait eu une belle, spécifiquement là en 98, il y avait quand même eu un beau sacrifice de la part de Lama qui clairement aurait pu être le gardien titulaire. Même s'ils ne s'entendaient pas forcément, on savait qu'il y avait peut-être des tensions
entre Barthez et Lama, mais ils ont réussi à mettre ça de côté pour arriver au final à ce qui était voulu, c'était le titre final. Et il y a un livre de Vincent Duluc, qui est de l'équipe, qui est Éloge des coiffeurs, et qui raconte assez bien le fait de bien choisir ses remplaçants pour partir à une compétition mondiale. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant. Mais pour compléter ce que tu dis, c'est vrai qu'on a le passif entre Lama et Barthez. Donc il y a Lama qui se blesse en septembre 96 au genou, donc il se fait une entorse en championnat. Puis il y a la suspension qui s'enchaîne suite à une consommation de cannabis, donc en janvier 97. Donc c'est un peu la saison 96-97 qui est pourrie pour lui. Alors que juste avant, Barthez avait aussi été suspendu pour cannabis en 95. Mais Barthez prend le rôle de numéro 1, alors qu'il était que 3e gardien en 96. Donc il y a un peu cette émergence de Barthez, et notamment dans les médias, même s'il a été champion d'Europe avec l'OM et tout le monde reconnaissait son talent, je suis là, j'ai pris la balle au rebond et je suis là au bon moment, qui fait que en 98, Lama sortait d'une saison compliquée avec West Ham, Barthez une saison plutôt bonne avec Monaco, ce qui fait que finalement il n'y a pas vraiment eu de match, et il y a eu un peu l'annonce, donc c'est fin mai où ça s'est joué avec Bergerot qui a été voir Lama pour lui dire ok, c'est toi bien qui est numéro 2 et Barthez numéro 1, mais on aurait pu vraiment avoir le côté de Lama qui se dit mais attends, il est numéro 3 en 96 et il devient numéro 1 en 98. Il y a eu cette sagesse de ne pas remettre en cause ce statut. Ouais, après c'est la maturité et l'expérience aussi, je pense, de Lama. Il était conscient aussi des qualités de Barthez, hein. Je pense que comme il savait que Barthez était un très bon gardien, donc il s'est pas vraiment opposé, et pour le bien de l'équipe, il a préféré se taire pour pas exprimer ses émotions. Mais aussi, ce qu'on oublie souvent, c'est le rôle de Lama dans le groupe, au sein du groupe, parce que c'est un gars d'expérience, quelqu'un qui est expérimenté, qui a beaucoup rassuré les joueurs et les a calmés. Notamment, il est parlé avec Karambeu, qui voulait on dire, quitter le groupe. Ouais, quitter le groupe exactement parce que il n'était pas titulaire alors qu'il venait gagner la Ligue des Champions avec le Real. Et il a réussi à les rassurer, ou même lorsqu'il y a eu la liste des recalés à Clairefontaine, c'est lui qui est allé les réconforter dans la chambre, comme des gars comme Ibrahima ou Lamouchi. Donc il y a eu ce rôle aussi dans le groupe en tant que leader en fait. Ouais. On est d'accord sur le rôle de Lama. Et pour finir, je pense que c'est le même article que l'on a lu. Bernard Lama, ensuite à l'Euro 2000, avait accepté de jouer le 3e match. Donc c'était face aux Pays-Bas, contrairement à celui du Danemark, parce qu'il disait maintenant Barthez est champion du monde. Donc en fait, il n'y a plus besoin d'asseoir sa légitimité. Et c'est ce qu'il avait compris en 98. Il avait dit aux journalistes qu'il avait besoin de laisser la légitimité à Barthez pour cette Coupe du Monde. C'est ça. Et en dénonçant l'équipe qui voulait les mettre à dos, alors qu'a priori, en tout cas selon ses dires, ça se passait bien. Merci pour cette remise en contexte de 98. On va pouvoir passer à la deuxième mi-temps. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Et pour cette deuxième mi-temps, nous allons jouer au gardien mystère. Renaud, première description. Je suis le gardien d'une génération dorée déjà titrée en club. À l'époque, je suis le gardien du futur. Très grand, bon au pied. Et surtout, je vais être recruté par un grand club. Thomas. Oui. Van der Sar. Quel pied. Oui, ah, quel c'est pied. exact. Alors là, bravo. Bien joué, Thomas. Bien joué, Thomas. Et oui. Donc,
Et surtout, je vais être recruté par un grand club transalpin un an plus tard. Pourtant, je m'y perds et ce n'est qu'en 2008, outre-Manche, que je connais de nouveau la consécration européenne. J'ai joué 130 fois pour mon pays, mais seulement 2 Coupes du Monde. J'ai joué face aux Oriverts en demi-finale. Je suis Edwin van der Sar. Bravo Thomas. Ouais, ça, c'est un gardien mythique. Hein. Ça, c'est gardien. Mes débuts, quand j'étais gardien, t'avais Van der Sar, Casillas et Buffon. Hein. Pour Robin, je pense que Van der Sar, c'est quelque chose. Quoi. Comme lui, il était supporter de Manchester, Robin. Ouais, c'était un très très grand gardien et qui était parti se relancer à Fulham, il me semble, avant d'arriver à Manchester United. Il a fait énormément de bien avec notamment une grande charnière défensive devant lui et c'était très hermétique sous Ferguson. On avait une équipe qui était très très expérimentée et très intelligente. Et à l'époque, pour remettre en contexte, ce qui est bien, c'est que là, vous parlez de l'après, enfin des années 2000 d'Edwin van der Sar, mais il y a surtout au début les années 90. Il est champion d'Europe avec l'Ajax. Tout à fait, en 95. C'est pour ça qu'en fait, là, c'est simple, l'équipe des Pays-Bas, c'est l'équipe de l'Ajax de 95 à peu près. Et donc, il y a toute cette partie, et il y a surtout ce creux à la Juve, où il arrive en 99, entre 99 et 2001, où là il est juste pas bon, en fait. Il est pas bon. Il fait beaucoup d'erreurs. Et c'est pour ça que finalement, il atterrit à Fulham, quoi. Un gardien comme quand tu fais l'Ajax, la Juve, et tu finis par arriver à Fulham, du côté de Craven Cottage. 2-1 pour Thomas. Il prend les rênes, mais attention, rien n'est fait. Après 2 titres en 4 ans de gardien FIFA de l'année, mon équipe arrive confiante à la Coupe du Monde. Pourtant, nous sommes dans le groupe de la mort, avec les vainqueurs des JO. Oui. Gilet verte. Oh pied. Ah, quel pied! Bien joué, Thomas. Biographie Gilet verte, ça aide. Waouh, on n'a même pas le temps de faire 2 phrases. Hein. C'est impressionnant. Donc, pourtant, nous sommes dans le groupe de la mort avec les vainqueurs des JO et l'Aurora. Je ne prends que 2 buts dans la compétition, mais le plus important. Mon surnom est El Macho, le mâle, car j'ai un très grand charisme pour mener mon équipe. Je suis un très bon tireur de coups francs et de pénalty. Je fais peur à nos bleus en 8e de finale. Je suis José Luis Chilavert. Bravo, Thomas. Gardien excentrique. Hein. Alors déjà, comme il a dit Renaud dans sa description, c'est un leader, parce que en fait, ses coéquipiers, franchement, si tu suis pas le championnat sud-américain, t'en connais aucun. Je vais pas être méchant, mais lui, en fait, il dégageait en fait une force et que ses coéquipiers lui faisaient confiance. Donc ils ont dit, nous, le but du jeu, c'est bien défendre, avoir une occasion, on va marquer un but, et José Luis, il va s'occuper du reste. Et au pire, le but du jeu, c'est tenir les tirs au but. Je pense qu'il va tout arracher au tir au but. Et puis après, son après-carrière aussi, qui est un peu folle. Il y a un peu des déboires extra-sportifs. C'est un personnage à part. Hein. Pour dire, c'est un peu le genre de gars qui avait fait un ring avec un boxeur. C'est Lennox Lewis, il me semble. Il faudrait que je regarde, vérifie exactement. Où c'était défié avec un ballon où il se frappait en fait avec un ballon sur un ring, etc. Un truc de malade, un truc de barjo, hein, un truc complètement fêlé. Mais ça s'insérait un peu dans le personnage de Chilavert qui a fini sa carrière à Strasbourg et en Amérique du Sud, où il a continué à gagner des trophées, notamment en Argentine où il a été reconnu à la Copa Libertadores, et c'est une star un peu une légende même dans ces clubs dans les clubs où il est passé. Et Chilavert, c'est charisme, c'est quand tu dis Chilavert, c'est tir au but, c'est des coups francs, c'est le brassard capitaine, c'est son maillot aussi, puis c'est un gars imposant quand même. Il faisait peur, comme il disait Renaud. Tu vois, quand tu regardes un peu les yeux dans les bleus, les mecs ils disaient putain, Chilavert, il nous fait chier, quoi. Et pour en savoir plus, vous pouvez aller lire la biographie de Chilavert sur le site de M'Imposer. Tout à fait. Voilà, Thomas, écrit par un grand rédacteur. Et Thomas qui du coup s'envole un petit peu en tête, puisque maintenant il mène 3-1. Ça veut rien dire. Hein, mais comme le dit si bien Thomas, ça ne veut rien dire. Robin, tu peux encore te refaire. Je profite de la blessure du gardien habituel pour jouer ce mondial. Mais malgré cette chance, j'ai la poisse. Une finale de C1 perdue en 92. Une finale de Coupe du Monde perdue. De même,
je suis le recordman d'arrêt sur penalty dans mon pays d'origine. Et pourtant, je perds les 2 que je joue avec mon pays au Rose Bowl de Pasadena et au Stade de France. Je suis le gardien emblématique de l'Inter et de la Squadra Azzurra. Je suis... Oui, j'écoute. Pagliuca. Quel pied! Quel pied! Bravo, Robin. J'avais un doute au début quand tu m'as dit c'est le gardien qui a raté plus de pénalty dans son pays ou je sais pas quoi. Gianluca Pagliuca. Ah, j'ai eu un doute là au début, j'ai immiscé le doute là. Pourquoi tu penses que c'est quelqu'un d'autre? Mais non, mais au début, je savais pas qu'il avait raté autant de pénalty Pagliuca. Mais c'est ça qui est drôle, drôle et tragique pour lui. C'est que c'est qu'il est hyper fort sur penalty, mais il a perdu les deux séances de tir au but, les 2 séances de tir au but les plus importantes de sa carrière. Et en fait, un quart de finale et une finale. Bon, c'était pas de sa faute. À chaque fois, il en a arrêté un. En finale contre le Brésil et le tir au but de Lizarazu. Mais il a dû s'incliner. Et le numéro 1 à l'époque de la Juve, vous savez qui c'est? De l'Italie? C'est Angelo Peruzzi. Le gardien de la Juve qui est champion d'Europe 96, et en fait il profite de la blessure de Peruzzi peut-être 20 jours avant la Coupe du Monde, un truc comme ça, et c'est Buffon qui prend la place de numéro 2 du coup, avec Gianluca Pagliuca en numéro 1. Et numéro 3 c'est qui? Toldo? Toldo, ouais. Bah, du coup, je pense que ça, oui, peut-être que c'est un joker médical. En effet, ça doit être Toldo, faut regarder. Ou Peruzzi qui était resté. J'ai pas regardé c'était quoi sa blessure. Peut-être que Renaud, tu peux regarder pendant ce temps, si tu l'as sous les yeux. Mais je m'en souviens qu'il était rigolo avec son chewing-gum juste avant la séance. Et il a dû halluciner avec Barthez qui enlevait ses protèges tibia juste avant la séance, et lui qui était très concentré. C'est le maillot orange là qu'ils avaient en 8e de finale, non? Ouais, oui, le maillot orange, et puis en plus ils avaient aussi une génération exceptionnelle avec Vieri et Del Piero, Vieri, Del Piero devant, et puis Roberto Baggio en super sub qui avait failli nous coûter tout simplement la qualification, avec, si vous vous souvenez bien, la volée en prolongation qui passe à quelques centimètres du but de Barthez. Ouais, je m'en souviens. Ouais. Et paradoxalement, si on regarde à peu près tous les matchs de la Coupe du Monde, peut-être derrière celui du Brésil, c'est l'un des matchs les plus complets des Bleus, notamment face à la grande Italie de Cesare Maldini. Et c'était vraiment compliqué à gagner. C'est pour ça que c'était une joie indescriptible ensuite dans le bus pour le soulagement d'avoir battu ces Italiens. Alors, du coup, non, pour Peruzzi, je sais juste qu'il s'est blessé. Je n'ai pas trouvé la cause de la blessure exacte. Et le numéro 3 c'était déjà Gianluigi Buffon, mais très jeune. Et 2, c'est Toldo alors? Oui, c'est ça. Et Toldo. Oui, et Toldo. Voilà, et qui ont respectivement Pagliuca 31 ans, Toldo 26 ans et Buffon 20 ans. D'accord. Voilà. Et juste du coup par rapport à ce qu'on a dit sur Pagliuca, c'est quand même que le fait de pas avoir réussi ces séances de tir au but, alors que lui-même était un spécialiste des pénaltys, ça restera une grande frustration, puisqu'il a quand même dit en 2006, Buffon n'en a pas détourné un seul et l'Italie a été victorieuse. Je fais souvent un rêve de la finale face au Brésil. Je suis passé à un pénalty d'être champion du monde. Ouais. Et c'est dur. Comme Landreau face à Sochaux. L'expression 2 poids 2 mesures de Thomas. Ouais, voilà, c'est parti. Donc 3-2 pour Robin 3-2 pour Thomas face à Robin. 4e description, Renaud. Je participe à ma seule et unique Coupe du Monde en France. Pourtant, je suis déjà auréolé d'un titre avec ma sélection. Et je suis à la veille d'une énorme consécration avec mon club. J'écoute. Robin. Oui. Peter Schmeichel. Quel pied! Ah, quel pied! Bravo! Oh là là, le clutch du joueur français. C'est impressionnant. Oui. Schmeichel qui me semble vainqueur de l'Euro en 92.
Et je pense que tu faisais référence aussi à 99 pour le triplé avec Manchester United. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, la suite de la description, c'était « J'ai été élu 3 fois meilleur joueur de mon pays qui se hisse en quart de finale et tombe face au futur finaliste. J'ai réussi à être champion d'Europe en sélection comme en club. Je suis le père d'un gardien célèbre. Je suis Peter Schmeichel. » Qui fait déjà une bonne Coupe du Monde avec sa sélection. C'est quand même enfin le Danemark en Coupe du Monde parce qu'ils ont loupé la Coupe du Monde 94-90 avec les frères Laudrup devant et Peter Schmeichel dans les buts. Moi, je me souviens notamment du penalty qu'il a failli détourner face à Djorkaeff. Il est pas loin. Hein. Il est vraiment pas loin de le sortir. Et ensuite, on a également des belles parades face au Nigeria en 8e. Donc voilà, il faut savoir que le Danemark sort le Nigeria en 8e, qui avait une grosse cote après avoir gagné les JO 96. Notamment une sortie très autoritaire de Schmeichel dans les pieds du jeune Nwankwo Kanu. Qui jouait pour le Nigeria, mais en quart de finale contre le Brésil, il prend vraiment des sacrés buts, notamment 2 buts de Rivaldo, avec la balle pliquée et la frappe, qui sont vraiment imparables pour Schmeichel. Mais d'ailleurs, mon cher Robin, donc ensuite, après Man U, il va 2 années au Sporting, Aston Villa, puis Man City. Ouais. Oui. Il finit à City. Ouais, c'est pour finir la carrière, quoi. Et où son fils est formé aussi, à Manchester City. D'accord, donc il était à Man City. Donc finalement, c'était quand même un amoureux de la ville de Manchester. Et c'est ça. Et donc, on est à 3-3. C'est la remontée de Robin. Il reste 2 descriptions. 5e description. En France, je joue ma 4e Coupe du Monde. Je suis alors en fin de règne. En poule, dans le même match, je prends l'un des missiles du tournoi, puis une boulette qui portera mon nom l'espace du tournoi. Oui, j'écoute. Bizarreta. Quel pied, quel pied. Bravo. Bien joué, Thomas. C'est B. Qu'est-ce qui t'a mis sur la voie? La boulette. Et d'ailleurs, c'est face au Nigeria qu'il a fait la boulette? Je crois, oui. Ouais, le match est à la Beaujoire. Espagne-Nigeria, match est à la Beaujoire. Et ouais, ça fait un peu. Le Nigeria à Nantes, c'était un peu. Il y a une petite cote des Nigériens à Nantes. Et tous les Nantais étaient pour le Nigeria, je me rappelle. Bah, je me rappelle. On me l'a raconté plutôt. J'avais 1 an, donc je ne peux pas me rappeler. Oui. Et non, mais ouais, je me rappelle surtout de la boulette. Non, ouais, c'est parce que j'avais lu, en fait, dans les livres d'or, etc., où il parlait plus souvent peut-être de la boulette que du but magnifique qu'il avait pris. Et oui, malheureusement, pour un gardien, c'est souvent ces boulettes qui peuvent marquer plus que les arrêts. Ça, on le sait, c'est la cruelle de notre poste. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'il a pris la suite d'un illustre gardien, justement, donc qui était Arconada en 86, hein, parce que quand on dit Zubizarreta en 98, c'est comme on a dit, c'est 4e Coupe du Monde. Et donc il a pris la suite de Arconada et au-delà de la boulette, et il prend surtout le but de Olysée, qui est une frappe un peu de l'extérieur, qui prend à la 25 mètres, qui fuit dans le petit filet. Mais surtout, Andoni Zubizarreta, c'est le gardien de la Dream Team de Johan Cruyff en 92. Avant d'être le directeur sportif de l'OM. Et voilà, donc c'est pas n'importe qui, on va dire. Non, mais les capitaines en plus en 98 d'Espagne. Tout à fait. C'est lui qui est capitaine. Et en fait, si on regarde bien, c'est la grande nation qui n'est pas au rendez-vous des 8e. Ouais. Il faut sortir. Voilà. Ils sont dans la poule. Nigeria, Paraguay, Autriche. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc voilà, c'est quand même une Espagne avec déjà le Real Madrid qui vient d'être champion d'Europe en 98, et surtout et également donc certains Barcelonais
Voilà, comme. Ouais. T'as le joueur de Valence, il y a Morientes aussi, je crois, qui est dans la sélection. Tout à fait. Le sélectionneur, c'est Javier Clemente. Oui. Ouais, ils ont une grosse équipe. Et puis, deuxième gardien, c'est Canizares. Et le troisième, alors je ne saurais pas te dire c'est qui. Casillas, ça m'étonnerait, non, pas du tout. D'accord, bon, on va vérifier pour la fin de l'émission. Peut-être point décisif, Renaud. Comme d'illustres gardiens de Coupe du Monde, je me transcende avec mon pays dans les grands moments. Un exemple, je deviens champion du monde alors que je joue le maintien à la dernière journée contre les futurs champions d'Europe. Autre exemple, je suis nul sur les pénaltys. Et pourtant, je remporte 2 séries de tirs au but mythiques dans la décennie 90. Thomas Oui, j'écoute. Pareil. Quel pied quel pied Athlète du Christ, je lève les doigts au ciel après avoir gagné pendant que le commentateur s'enflamme sur mon nom. J'ai joué à Galatasaray à la fin de ma carrière. J'ai inspiré Ederson et Alisson. Je suis Claudio Taffarel. Bravo Thomas, tu es le vainqueur de ce quiz. Voilà. Félicitations. Ouais, merci. Ça me fait... de Taffarel. Ouais, Taffarel, moi, c'est, comme il disait, ses célébrations, quoi. Et notamment, c'est en 94, sa célébration. Ouais, ça m'a marqué, ouais, tu vois, un peu en transe avec tous les joueurs qui vont courir auprès de lui, etc. Ouais, et puis moi, c'est le premier jeu que j'avais, Coupe du Monde 2002 FIFA, t'avais Taffarel des fois dans le jeu. Ouais, mais Taffarel, alors, c'est pour ça que c'est assez particulier. On était un petit peu dur quand on a dit qu'il était nul sur penalty, mais disons qu'il en sortait pas des masses. Il disait il disait que, enfin, c'est lui-même qui disait qu'il était pas bon. Et pourtant, en fait, c'était au JO 88, ensuite Coupe du Monde 94, la Coupe du Monde 98. Ils sortent les Pays-Bas au tir au but avec 2 pénaltys arrêtés par Taffarel. Notamment je crois que c'est l'un des frères de Bourg, Ronald de Bourg. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que un peu Taffarel, on l'avait évoqué avec Romero ou Ochoa. C'est un gardien qui, juste après la Coupe du Monde 94, n'a plus de club. Parce qu'il jouait dans un petit club juste avant. Il a été prêté, je me souviens même plus du club en 94 dans lequel il joue. Et il arrive en fait à sauver le maintien de ce club juste avant la Coupe du Monde 94. Et à ce moment-là, en 98, là il était bien de retour au Brésil. Mais Claudio Taffarel qui écrira ensuite avec Galatasaray. Et puis en fait, surtout, c'est le commentaire mythique. Ça, et que tu es Taffarel. Mon accent portugais est à revoir, mais c'est vraiment à revoir. Et donc c'est Taffarel qui prendra ses 3 buts en finale de Coupe du Monde, mais qui réussira à retarder l'échéance, notamment avec sa parade sur Guy Varch lors de la première période. Et on a la petite précision de Thomas qui nous dit que c'est Molina qui était le 3e gardien de l'Espagne. À l'époque, c'est le gardien de l'Atlético Madrid. Oui, c'est vrai qu'on se souvient de ce gardien, parce qu'après, il a été à La Corogne, si je ne m'abuse. Oui, à La Corogne, avec De La Peña et toute la clique. C'est ça, et toute la clique que l'on a jouée. Donc bravo Thomas pour ta victoire. Tu vas pouvoir réaliser ton top 5 incontestable de la Coupe du Monde 98. Mais avant ça, Renaud, rappelle-nous quels sont les autres gardiens de la Coupe du Monde 98. Pour revenir rapidement, donc le groupe A, il y avait Taffarel pour le Brésil, Abdelkader El Brazi pour le Maroc, Frode Groda pour la Norvège et Jim Leighton pour l'Écosse. Qui était le joueur le plus âgé de la compétition, c'est souvent le cas pour un gardien, mais lui était vraiment titulaire. Et Abdelkader El Brazi, on se souvient que c'est le Maroc d'Henri Michel qui se fait éliminer parce que le Brésil n'arrive pas à gagner contre la Norvège lors du 3e match. Le groupe B, c'était les gardiens, c'était donc Michael Councel pour l'Autriche, Jack Songo pour le Cameroun, Nelson Tapia pour le Chili et Gianluca Pagliuca pour l'Italie. Donc le groupe C,
Peter Schmeichel pour le Danemark, Fabien Barthez pour la France, Mohamed Aldeaya pour l'Arabie Saoudite et Hans Vonk pour l'Afrique du Sud. Pour le groupe D, on a donc Zdravko Zdravkov pour la Bulgarie, Peter Rufai pour le Nigeria, Chilaver pour le Paraguay et Zubizarreta pour l'Espagne. Pour le groupe E, nous avons donc Philippe de Wilde pour la Belgique, Jorge Campos pour le Mexique, Van der Sar pour les Pays-Bas et Kim Boeing-ji pour la Corée du Sud. Qui préparait son mondial de 2002. Pour le groupe F, et donc on avait Andreas Kopke pour l'Allemagne, Ahmed Reza Abdezadeh pour l'Iran, Casey Keller pour les USA et Ivica Kralj pour la Yougoslavie. Pardonnez la prononciation. Il faut que tu revoies ton yougoslave. Et on avait eu donc dans ce groupe F la fameuse victoire du 21 juin de l'Iran face aux États-Unis. Pour le groupe G, nous avions la Roumanie, l'Angleterre, la Colombie et la Tunisie. Nous avions donc Farid Mondragon pour la Colombie, David Seaman pour l'Angleterre, Bogdan Stelea pour la Roumanie et Shorik Kelauer pour la Tunisie. Pardonnez encore la prononciation pour le roumain. Bogdan Stelea, il était assez, il était assez iconique parce que je sais pas, il était avec un maillot, avec le maillot jaune des Roumains, et ils s'étaient tous tondus, teint les cheveux en jaune pour leur 8e de finale. C'était assez marquant lors de cette Coupe du Monde 98. Et enfin, le dernier groupe, le groupe H, avec l'Argentine, la Croatie, le Jamaïque et le Japon. Nous y avons donc Carlos Roy pour l'Argentine, Drazen Ladic pour la Croatie, Warren Barrett pour la Jamaïque et Yoshikatsu Kawaguchi pour le Japon.